s'il est une convocation à laquelle il faut répondre, s'il est un rendez-vous auquel il faut honorer, grand débat sur Cam10 Télévision chaque dimanche. Et nous sommes là encore ce dimanche. Bonjour et bienvenue à vous, très chers téléspectateurs. Un rendez-vous qu'on ne saurait manquer parce qu'il faut placer les mots, prémettre les débats grâce à Cam10 Télévision pour faire grandir la nation camerounaise. Et encore ce jour, ils sont là, ces panélistes non de masse mais de qualité qui nous ont fait confiance, présenter leur point de vue, des divergences d'opinion, mais un seul vœu, un Cameroun uni et prospère. Un menu assez intéressant pour cette sortie du grand débat que vous recevez chez vous. Nous allons tout d'abord, en guise de mise en bouche, commémorer le pape François, désormais de regretter mémoire, une cérémonie d'obsèques vécue hier en direct du Vatican, la place Saint-Pierre, bondée de monde venu rendre un dernier hommage au souverain pontife. Nous parlerons également de cette actualité au Cameroun, la cérémonie de baptême du palais de verre Paul Biya qui s'est déroulée ce vendredi du côté de Ngouaikele. Ils toucheront un mot à propos, ces panélistes-là déjà bien installés dans ce studio. Ensuite, nous irons du côté de la Guinée équatoriale pour voir la situation avec ces Camerounais expulsés du site. Voilà, après une rixe, ils ont été expulsés par le gouvernement équato-guinéen. On en parlera également dans le cadre de ce programme Grand Débat. Alors, installez-vous à votre aise. Nous allons vous présenter les actualités de la semaine écoulée pour vous permettre d'entrer de plein pied dans l'actualité récente. Alors, ce condensé, c'est à travers une revue de presse qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps avec une contribution technique de Madoché Kuaté. La revue de presse. Merci de rester fidèle au grand débat sur Cam10 Télévision, la républicaine. Bonjour Muriel Andieu et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche matin. Pour ce dimanche 27 avril 2025, nous ouvrons la revue de presse avec le journal Écho du Parlement. Nouveau complexe de l'Assemblée nationale, un baptême aux allures de reconnaissance républicaine. C'est le titre choisi par le journal cette semaine pour nous faire savoir que le 25 avril 2025 a eu lieu la cérémonie de baptême de son nouveau siège, désormais dénommé Palais de Verre Paul Biya. Le joyau architectural symbolise la modernité institutionnelle et rend hommage à une figure emblématique de la République. Au cours de cette cérémonie, le président de la République, son Excellence Paul Biya, était personnellement représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Diongouti. Ce baptême est un acte fort de reconnaissance nationale envers le président Paul Biya pour son engagement en faveur de la stabilité et du développement. Poursuivons la revue de presse avec le quotidien L'économie qui nous parle de finances publiques. Le journal a fait savoir cette semaine que les mauvais gestionnaires sont dans le viseur du Conseil de discipline budgétaire. L'instance entend se réunir 20 fois au cours de cette année pour examiner les différentes affaires qui lui sont soumises. Des sanctions et arrestations sont en vue. Nord-Ouest et Sud-Ouest, ils priaient pour la paix. L'interminable crise dans ces régions a régulièrement figuré parmi les sujets de prière du défunt pape, au point où il avait dépêché son secrétaire d'État en 2021 au Cameroun. Cette semaine, le journal a proposé un portrait et des réactions suite à la disparition du souverain pontife. Poursuivons en religion avec le Hajj 2025. Le journal La Météo cette semaine a fait savoir que le transport des pèlerins camerounais est déjà sécurisé. Dépêché à Addis Abeba par le chef de l'État Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, par ailleurs président de la Commission nationale du Hajj, a paraphé ce 22 avril dans la capitale éthiopienne un accord de partenariat avec le PDG d'Ethiopian Airlines Group. Poursuivons avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi
qui a décidé cette semaine mettre fin à l'usage des gros bras. Info Matin a titré à sa grande une cette semaine sur cette actualité. Affaire judiciaire à Tangandji dit stop à l'usage des gros bras. Dans sa correspondance le 21 avril dernier au gouverneur de région, le ministre de l'administration territoriale instruit de mettre un terme à ces milices souvent engagées par des particuliers pour des recouvrements forcés, expulsions ou déguerpissement en lieu et place des forces de maintien de l'ordre légalement habilitées. Poursuivant la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Fonction publique, plus de 2000 places disponibles. D'après le journal, une série de concours professionnels directs de formation et de tests de sélection dans plusieurs corps de métiers comme l'agriculture, l'élevage, la pêche maritime et la santé publique a été lancé par le gouvernement. Des opportunités d'emploi à saisir par les jeunes Camerounais. Toujours en éducation, le journal Le Drapeau s'est interrogé cette semaine. Enseignement privé, grève évitée. Alors que la menace de grève planait sur la rentrée du 3e trimestre, le ministre du Travail a lancé le 21 avril la première session de négociation tripartite pour finaliser une convention collective nationale dans l'enseignement privé. Un calendrier de discussion sur 3 mois a été établi avec la participation des syndicats, des employeurs et de l'État. Le gouvernement invite les enseignants à suspendre leur mouvement pour donner une chance au dialogue. Parlons à présent des états généraux sur la gestion des déchets avec le journal Défi Actuel. À l'approche des états généraux sur la gestion des déchets urbains qui auront lieu du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entend s'appuyer sur son expérience de maire à Baganté où elle a lancé un centre de tri et transformé des détritus en compost au service de la communauté pour placer la valorisation des ordures ménagers et l'économie circulaire au cœur du plan d'action national de gestion des poubelles urbaines qui sera élaboré pendant ces travaux. Poursuivons la revue de presse avec le journal La Météo qui parle de pétrole liquéfié. Le journal a titré à sa grande une cette semaine gaz de pétrole liquéfié, la construction du centre emplisseur de Bolova lancé au nom du premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté. Le ministre du commerce Luc Magloambaga Tangana a ce 22 avril dans le chef-lieu de la région du Sud procédé à la pose de la première pierre en droite ligne des prescriptions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Terminons cette revue de presse en santé avec le journal Info Plus Santé. Le journal nous a appris cette semaine que le paludisme peut rendre un enfant autiste. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, dans une interview exclusive, le pédiatre Patrick Ngou identifie sans complaisance les conséquences d'un paludisme diagnostiqué et traité tardivement chez un enfant. Il invite les parents à se rendre immédiatement dans une formation sanitaire dès l'apparition des premiers symptômes de fièvre chez un enfant. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Merci Clara de Marabs, merci Fabrice Ambama et à dimanche prochain. Alors, une fois que vous avez reçu cette revue de presse, permettez-moi de vous dévoiler ces visages-là avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau. Mais vous pouvez également échanger, d'où vous nous regardez, le débat, il est assez ouvert. Alors, il est au cadre du RDPC, politologue, il a été enseignant à l'IREC pendant plusieurs années, un ancien ministre également universitaire, professeur Elvis Ngolé. Bonjour et bienvenue au Grand Débat. Bonjour Muriel, et merci pour l'invitation. C'est toujours pour moi un grand plaisir d'être avec des amis et des éminentes personnalités. Et je pense qu'à travers ce plateau de Grand Débat, nous allons échanger de manière très enrichissante et très fraternelle, surtout en ce jour, même si c'est pluvieux, mais
pensons que c'est une journée bénie. Merci, Excellence, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Un jour pluvieux, vous l'avez dit, et lui, il a bravé les intempéries pour être sur ce plateau parce que les questions qui concernent les Camerounais l'intéressent. Il s'agit du maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir dans ce chaleureux studio et je salue vos téléspectateurs. C'est la première fois que j'y viens sous votre présentation. Donc, c'est avec beaucoup de joie. J'en suis honoré. Merci également à vous, monsieur le maire, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. À votre suite, on va dire bonjour et bienvenue à monsieur Drimson Michael Tendap, homme à plusieurs casquettes. On va s'intéresser à celle d'ingénieur en stratégie de management pour ce dimanche. Bonjour, bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour honorable, c'est un honneur. Je voulais saluer vous, milliers de téléspectateurs, vous remercier une fois de plus pour l'invitation. Je considère les enseignants comme les pourvoyeurs du savoir, donc c'est un honneur d'être assis à côté d'un des éminents enseignants de notre pays. Je salue également tous les autres panélistes sur le plateau. À votre suite, Boris Billet, vous êtes politologue, venez également de la formation politique Les Libérateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel Andier, bonjour à vos invités et aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Nous avons été sur un autre format d'émission. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver sur une autre émission. Merci pour l'invitation. Merci à vous de votre fidélité à Cam10 Télévision. Yaya Bello, cadre PCRN. Bonjour et bienvenue au grand débat. Bonjour Muriel, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux valeureux co-discutants avec qui nous allons partager ce plateau et surtout bonjour aux nombreux Camerounais qui sont en train de nous suivre. Monsieur le ministre vient de le dire, il est en train de pleuvoir à Yaoundé. La pluie c'est une bénédiction, sauf que ailleurs, la pluie, malgré qu'elle soit une bénédiction, a créé quelques dégâts. Quelques dégâts, ah oui. Je vais parler de Minganga, dans le département du Béret, qui a eu la chance d'avoir une grosse pluie lundi passé. Sauf que cette pluie a causé beaucoup de dégâts, avec les rafales de vent et tout. On dénombre plus de 300 maisons détruites, une vingtaine de blessés prises en charge et beaucoup d'autres dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Donc, je dis un coucou à ces populations en attendant que l'État intervienne parce que jusqu'à présent, on a juste procédé, les autorités sur place, à l'évaluation des dégâts. Mais l'assistance même réelle, c'est-à-dire la prise en n'a pas encore effectivement commencé. N'a pas commencé. Donc, je crois que j'espère que l'État va intervenir rapidement, notamment la protection civile. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée et promulguée par le chef de l'État en ce qui concerne la protection civile. Donc, vivement qu'une agence, c'est-à-dire une structure propre, indépendante, qui va prendre en charge la protection civile soit mise en pied pour que lorsque les populations ont ce genre de sinistres, cette agence, cette institution vienne rapidement au secours des populations. D'accord, merci à vous Yaya Bello d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Tous nos mots de compassion à l'endroit des populations du côté de Minganga. Alors, si vous en avez convenance, cher monsieur, on va lancer les hostilités quant à ce qui nous rassemble ici ce matin. En guise de mise en bouche, on vous l'a annoncé, nous parlons du décès du pape François. Le Vatican qui a rendu hommage au pape des pauvres, décédé le lendemain de la célébration pascale, c'était le 21 avril dernier. Le pape François a été conduit à sa dernière demeure hier, 26 avril 2025, conformément à ses soins dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, en Italie. Le Vatican lui a donc rendu hommage. On a vu plusieurs personnalités politiques sur le terrain, sur la place Saint-Pierre. Le Cameroun y était représenté en la personne de Paul
Kangandi, ministre de l'administration territoriale, qui a représenté le chef de l'État. Il était à la tête d'une délégation de plusieurs personnalités camerounaises, dont l'ambassadeur du Cameroun au Vatican, mais également l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Le pape François s'en est allé, professeur. Vous savez, pour nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, nous sommes attristés par le décès du souverain pontife, le pape François. Même si on est catholique ou non, c'était une personnalité sur le plan mondial qui a été dotée non seulement de vertus, mais aussi de valeurs. Des valeurs éthiques, des valeurs moraux. Et nous pensons que si Dieu a accepté qu'il parte, je crois qu'il est parti, mais nous, tous qui restons, nous allons toujours regarder les bons mémoires, puisque il a été non seulement un homme qui a prôné les valeurs que nous partageons en tant qu'être humain, en tant que citoyen camerounais. Et il a été, je crois que j'ai lu, beaucoup de gens ont dit qu'il était de l'ordre jésuite catholique. Et en tant que jésuite, il avait ses valeurs de modesté, des valeurs de simplicité. Et tel que nous l'avons suivi pendant le temps qu'il était vivant, il a toujours soutenu le bas peuple, le petit peuple, les minorités, ceux-là qui sont en situation de détresse. Il a aussi prôné le dialogue entre les religions, le dialogue entre les groupes. Et nous pensons qu'il a vraiment servi comme un pont. Un pont. Et je crois que lui-même, il a dit que c'est mieux de construire des ponts au lieu de construire des murs. Oui. Donc c'était un homme de paix, un homme qui prenait beaucoup d'humanisme. C'est ça qui a fait que je pense que dans son approche, il a voulu faire de l'église catholique romaine comme plutôt une église universelle. Pour que même celui qui n'est pas catholique, romain, apprécier tout. Moi, personnellement, j'apprécie tout le temps quand j'écoute l'archevêque de Yaoundé métropolitaine. Ces sermons sont toujours pédagogiques. Et même si vous êtes catholique, non, on apprécie, on apprend, et c'est une bonne chose. Et donc, paix à son âme, et toutes nos condoléances à tous les catholiques. D'accord. Yaya Bello, on a vu hier un monde fou du côté de la place Saint-Pierre. Les chiffres dévoilés par le Vatican, plus de 450 000 personnes venues du monde entier pour assister aux obsèques du souverain pontife. Véritablement, le pape des pauvres. Bon, je ne sais pas s'il y a eu dans l'histoire un pape de riches. Donc, un pape a été toujours un pape de tout le monde, des pauvres, des riches. Donc, je crois que c'est un événement historique. Moi, c'est ma troisième fois d'assister à la disparition d'un souverain pontife. La première fois, c'était avec le pape Jean-Paul II. À l'époque, nous étions petits. On était très marqués. Moi, je suis d'obédience musulmane. Donc, vous vous demandez comment un musulman peut aussi être ému, au-delà du fait que nous sommes tous des humains. Mais un pape est non seulement un chef, disons un patron d'une obédience religieuse, mais il est aussi chef d'État. Parce que le Vatican, c'est un État au sens du droit international. Donc, les papes, ou en tout cas ceux que nous avons connus, à savoir Jean-Paul II, Benoît XVI et François qui est parti en attendant que notre arrive, ont toujours joué un rôle important dans le système, en fait, dans les relations internationales. Les papes ont toujours eu cette liberté de dire toujours ce qui est vrai, ce qui est bon pour l'humanité, ce qui fait avancer l'humanité. Même si les politiques à l'échelle internationale
parlent toujours en fonction de leurs intérêts, mais les papes ont toujours été ceux-là qui portent la voix de la vérité, la voix de la sagesse, la voix de l'amour. Donc, le pape Benoît François particulièrement a joué un rôle, le ministre le disait tout à l'heure, dans le sens de la promotion du dialogue interreligieux. À ce titre, on l'a vu avec beaucoup d'autres dignitaires, d'autres religions, notamment les dignitaires musulmans du monde, où il a souvent prôné le dialogue, notamment en ce qui concerne le dossier au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, où tout le monde est d'accord que cette crise n'a de solution que politique. La violence, les conflits armés, en tout cas la guerre, ne va jamais résoudre ce problème. Mais nous avons des dirigeants mondiaux qui veulent toujours, certains veulent toujours aller à la guerre, personne ne veut aller dans un processus politique. Comme quoi? Et le pape, notamment François, a dit la vérité que ici il faut aller à une solution politique. Donc je crois que le monde entier perd un acteur de paix, un promoteur du vivre ensemble entre des religions. Donc nous rendons hommage à ce pape et nous disons nos condoléances à toute la communauté catholique du monde. D'accord, je vais me tourner vers Boris Billet. On a vu des personnes chrétiennes, non chrétiennes, des personnes de tous bords, même de la classe politique. On a vu le président américain Donald Trump serrer la main à son homologue français Emmanuel Macron. On a vu le président ukrainien Volodymyr Zelensky également et plein d'autres dirigeants du monde. Est-ce qu'on peut lire ici l'impact politique du pape François? Je voudrais d'abord appréhender la disparition du pape sous le prisme spirituel, parce que je viens d'une formation politique, les libérateurs, qui est fondée sur deux piliers, le pilier spirituel et le pilier temporel. D'accord. Pour dire que dans la foi chrétienne, la mort, mourir, c'est quitter son enveloppe corporelle pour aller vivre avec le Christ. Et le pape François décède pendant l'octave de Pâques. Et le dernier acte qu'il a célébré, c'était la joie à la résurrection du Christ, le jour de Pâques, avec les foules. Oui. Et c'est le lendemain qu'il décède pendant l'octave de Pâques. Et c'est l'octave de Pâques de cette année est particulière parce que dans la foi catholique, on est en année jubilaire. Qui se célèbre tous les 25 ans. Tous les 25 ans. L'année jubilaire, c'est l'année où le Christ libère les captifs, les opprimés, les personnes en détresse, les libère et il entre dans l'action de grâce après avoir été libéré parce qu'on ne peut pas jubiler dans la captivité. Donc le pape, nous voyons spirituellement cette situation du décès du pape comme une grande grâce pour lui de mourir pendant l'octave de Pâques en année jubilaire. Et comme j'ai parlé de la mort dans la foi chrétienne, cela a une signification spirituelle. Le pape certainement a quitté son enveloppe corporelle pour aller vivre avec son maître qu'il a servi, qui est Jésus-Christ. D'accord. Donc dans la foi catholique, la mort c'est une deuxième naissance. Donc le pape est né une deuxième fois pour aller vivre avec le Christ. Et ceux qui sont dans cette foi chrétienne espèrent que le pape va continuer à intercéder auprès du Christ là où il est pour la paix, pour les désœuvrés, les démunis, les pauvres et les personnes en difficulté. Maintenant, Yaya Bello, mon ami, a parlé du pape dans son activité sur la scène internationale, dans les relations internationales. Et à ce niveau, je vais dire en tant qu'internationaliste que le pape a beaucoup œuvré dans les domaines qui dépassent la toute-puissance des États. Les phénomènes qui dépassent la toute-puissance des États de nos jours, c'est les changements climatiques, c'est l'immigration clandestine, c'est le terrorisme et la cybercriminalité. Mais le pape a beaucoup œuvré pour ce qui est par exemple des changements climatiques. Il a été le promoteur d'une trajectoire écologique en ce qui est de l'économie verte.
et de la protection de l'environnement et a déploré et dénoncé très souvent les affres du changement climatique sur les populations vulnérables, surtout au niveau des États insulaires. Donc, et le pape a beaucoup plaidé pour la cause des migrants, et que ce soit clandestins ou bien en situation régulière. Il a beaucoup plaidé pour leur cause. Il a fait prôner l'accueil des étrangers et l'intégration des étrangers dans les pays, dans leur pays d'accueil. Alors, le mot sur la présence de ces personnalités politiques-là du côté du Vatican par rapport aux... Bon, maintenant, sur cet aspect-là, je voudrais dire que la mort, la disparition est toujours un phénomène qui soit rassemble, soit divise. Dans le cas d'espèce, pour ce qui est du cas d'espèce, le pape, qui était une personne très spirituelle, qui était une valeur morale, nous apercevons que sa mort a été un moment de mise de certains acteurs internationaux au dialogue. C'était un homme qui prenait le dialogue, surtout pour la paix, et on voit de manière, ce n'est pas anodin que en pleine terre sainte qu'est la basilique Saint-Pierre, oui, Volodymyr Zelensky et Donald Trump se retrouvent en terre sainte dans un cadre hautement spirituel. Nous disons peut-être ils ont été touchés par le Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu. C'est la mort d'Emmanuel Macron. Oui, peut-être le Saint-Esprit qui est dans cette instance hautement spirituelle les a touchés, parce que au sorti de cette discussion, chacun est sorti satisfait. Ils envisagent des possibilités de trouver des accords de paix pendant les obsèques d'un homme qui prônait la paix. Vous voyez la dimension spirituelle de cet événement-là, parce que ça présage de bon augure, c'est de bon augure, pardon, pour peut-être la pacification au niveau international pour ce qui est du conflit russo-ukrainien. D'accord. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on peut donc se dire que c'est la trêve des conflits socio-politiques, le temps des obsèques du pape François? En tout cas, on peut l'espérer, mais vous savez, les relations internationales ont vu beaucoup de pas passer. Il y a des problèmes de fond qui vont demeurer. Il faut trouver des solutions. Chaque pape participe à la gestion des problèmes de son temps, des problèmes politiques mondiaux. Jean-Paul II a beaucoup travaillé pour l'unification de l'Europe. Après la chute, peut-être même a contribué à la chute du mur de Berlin. Pape d'origine polonaise qui a vécu en tant que citoyen polonais un certain nombre de choses qui ont divisé l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Le pape François a été aussi le pape de son temps, à mon avis, parce que on évoque ses combats pour la prise en compte des problèmes écologiques, mais évidemment la mondialisation qui produit l'exclusion de beaucoup de populations, il s'est donné pour ambition d'essayer de restituer la dignité de ces populations exclues de la mondialisation, et c'est pour ça que comme le panéliste Billet dit, la place Saint-Pierre, c'est le lieu de présence du Saint-Esprit. Mais je dirais que pour le pape François, justement, il pensait que le Saint-Esprit n'est pas dans ces hauts lieux. Et c'est pour ça que toute sa mission a été de travailler dans les populations, avec les populations des quartiers, déjà là où il était en Argentine. Oui. Et toute son attitude durant son pontificat a été justement d'éviter de fuir un peu les vanités du pouvoir, de la richesse, les vanités mercantilistes, pour dire que les autres lieux, les autres populations qu'on ne voit pas, c'est peut-être là-bas où réside, où est le Saint-Esprit et l'avenir de l'Église catholique. Et ce sont des valeurs qui
qui marque beaucoup et qui interroge la situation de l'Église catholique. Nous avons une Église catholique au Cameroun qui est aussi à la recherche de cet équilibre. C'est vrai, pour servir les pauvres, il faut des ressources, mais en même temps, quand on en produit des ressources, il faut penser à ces pauvres. L'éducation, c'est important, ça a été une grande œuvre, l'éducation. Nos parents, la plupart de notre élite, une bonne partie de notre élite, a commencé par le président Paul Biya. Il est devenu un grand homme parce que pris en charge très tôt par des catholiques qui avaient cette vocation sociale. Et aujourd'hui, il faut véritablement réfléchir à retrouver cet équilibre. Vous savez, l'école est la base de toute émancipation. Oui. Et je crois que moi, je suis le fils d'un instituteur catholique, l'enseignement catholique, et j'ai la nostalgie de cette église catholique, lieu d'émancipation et de restitution de dignité au bas peuple. Je crois que c'est ce que le pape François a essayé de faire. Nous, chez moi, Hôtel, on va fêter les 90 ans de la présence des bénédictins, un autre ordre qui, parmi tant d'autres, eux, ils ont connu des papautés aussi, des papes, mais c'était le premier pape jésuite François, et je crois que on verra la suite si la transition qu'il a commencée va se poursuivre, parce que cette transition, c'est aussi au niveau d'un certain nombre de valeurs. Ça a failli peut-être le mettre en porte-à-faux avec l'Église catholique africaine, mais il faut prendre en compte la dignité de toutes les personnes homosexuelles, transgenres, mais il faut véritablement, c'est des sortes de pauvres aussi. Oui. Les exclus. Il faut essayer de voir comment. D'accord, votre point de vue. D'accord. Alors, nous sommes Michael Tella, de nombreux sont de l'opinion publique par l'influence de l'Église catholique au sein politique. Eh bien, le pape François m'a marqué d'une manière très négative, mais d'une manière positive aussi, parce que c'était un être humain. On n'est pas des saints. Lorsque pape François arrive au Vatican, il y avait un problème très très grave qui se passait dans les archidiocèses, dans les archevêchés occidentaux, relative aux prêtres et sœurs noirs affectés là-bas. Ils étaient traités comme des moins que rien. Nous avons envoyé au Vatican un documentaire de 12 gigas au format 3GP. Pour les techniciens, ils savent ce que le format 3GP veut dire. Ça veut dire que c'est le plus petit format possible. Et si c'est 4 gigas au format 3GP, ça veut dire que le document était volumineux. Sur ce manquement, parce que les sœurs, les prêtres, les curés noirs qui travaillent dans ces archevêchés-là sont très 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 maltraités et particulièrement discriminés. Nous avons informé le Vatican de cet état de fait. Ils n'ont pas réagi. Nous avons posté ces vidéos dans le site du Vatican. Ils les ont retirées 8 heures seulement après, à cause de la réaction. Et puis encore, en Lévitique chapitre 20, Dieu traite l'inceste, la sexualité entre les hommes, les femmes, les animaux, etc. Et le verset 13 dit que l'homme qui s'approche d'un homme pour coucher avec, comme on couche avec une femme, c'est une chose abominable. Effectivement. C'est Dieu qui dit ça. Oui. Bon, le pape François estime que non, ça va. Une prise de position qui aura heurté plus d'un. Voilà. Oui. Exactement. Évidemment, les archevêchés africains ont réagi pour dire attention, vous allez loin là, pour marquer, pour faire comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pape. Et il y a une maison foraine de sondage en France qui a estimé que le pape François a perdu 71% de sa cote de popularité parmi les archevêques, parmi les prêtres catholiques. Donc, c'était ces deux choses-là. Mais le pape François m'a marqué sur deux choses très positives. Oui. Il nous a appris à considérer la différence comme un trait d'union qui peut rapprocher, pour éviter tout préjugé. Et ça, c'était quelque chose de très grand. Parce que les autres papes ont fait la même chose, mais ils n'ont pas marqué
marqué l'accent, c'est même ce qui l'a motivé à vouloir faire accepter les transgenres et les LGBT. Donc c'était cette technique-là de pouvoir créer un moyen de rapprochement entre les hommes malgré la différence. Et ça, c'est ce que je retiens de Pape François. Parce que le reste, c'est l'attitude d'un humain, d'un homme qui veut rassembler, qui était marqué par la volonté de rassembler tous les hommes, y compris et permettre aux pauvres de bénéficier, si ce ne reste que des miettes que les riches les empêchent même d'en avoir. Donc ceci m'a marqué sur François et c'est ce que je préfère garder. On garde toujours le positif, c'est le plus important. Alors, je vais rester avec vous pour le dernier tour de table en ce qui concerne ce sujet-là. Nombreux pensent maintenant à l'après-pape François. Oui. Les Africains aimeraient bien avoir un pape africain. Oui, juste pour le plaisir. Parce que le pape africain, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, moi je suis professionnel de la sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai posé la question sur un plateau de télévision à quelqu'un. Vous pensez que Barack Obama était président des États-Unis? C'était pour le plaisir, puisqu'il n'a rien fait. Donc, être pape, ce n'est pas... Moi aussi, je souhaite voir un noir... C'est votre vision. Oui, vous pensez qu'il n'a vraiment rien fait. Oui, bon, mais c'est votre vision. Le pape africain. Moi, j'aurais le plaisir de voir un pape africain. Mais qu'est-ce qu'il ferait, le pape africain? Un faire-valoir, ce n'est pas utile. Moi, j'aurais le plaisir de voir un pape africain, mais croyez-moi, ce n'est pas quelque chose dont je mets l'accent. Moi, je souhaite que le prochain pape veille en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les serviteurs de Dieu, noirs ou blancs. Madame Muriel, si je vous donne les vidéos de comment on traite les sœurs dans les archevêchés, dans les diocèses en Europe, vous allez prendre l'avion, même sans moyen, pour aller les rapatrier. Il y en a même qui demandent leur rapatriement, mais on refuse. Donc pour vous, ce n'est pas question de race, question non, blanche, ce n'est pas question de race, c'est une question de principe. Question de principe. Si un pape arrive à mettre un thème, c'est pour en sortir, hein, oui. Je pense que moi, je serais content de l'avoir, qu'il soit rouge, blanc, noir ou bleu. Alors, Boris Billet, pour vous, l'après-pape François. Il est vrai que il ne faut pas verser dans une appropriation communautaire excessive pour ce qui est des positions religieuses et spirituelles, parce que le Christ est venu à une dimension universelle et le Christ est venu pour rassembler toutes les races et toutes les cultures. Mais moi je souhaiterais quand même que le prochain pape soit un Africain. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique que l'église catholique évolue le plus, est plus vivante qu'ailleurs. C'est sur le continent africain que l'église catholique évolue considérablement et a gardé toute son assise spirituelle et ses principes cardinaux. Or, au niveau de l'Europe où se trouve le Vatican, l'Europe est en situation de décrépitude, de déchristianisation. L'Europe bascule vers l'athéisme et il y a une géopolitisation excessive du wokisme. Moi, je pense que c'est un pape africain attaché aux valeurs cardinales et traditionnelles de l'Église qui peut résister à ce vent mondial du wokisme, dont un des points est ce que l'aîné a dénoncé qui est la dictature LGBT, par exemple, qu'on veut imposer à l'Église. Je pense que c'est un pape africain qui peut rester ferme et balayer toutes ces dérives libertaires de la main. D'accord, excellence, votre regard. Oui, pour moi, M. Billet disait tout à l'heure, on peut voir le pape en deux sens, soit en termes spirituels, dans ce sens, un pape, même s'il est africain ou non, ce qui est important, c'est ses valeurs spirituelles. C'est un pape qui prône les valeurs spirituelles, quelle que soit sa race ou bien sa région d'origine, ça ne change pas grand-chose. Nous voulons que ces valeurs, ces vertus restent universelles et mondiales, et je pense que le monde sera bien servi. Mais sur le plan temporel maintenant, si vous regardez le pape en termes temporels, surtout
vous prenez les perspectives des relations internationales. Les relations internationales sont basées sur et fonctionnent sur des facteurs beaucoup plus tangibles. Quand vous regardez l'état du Vatican, c'est en termes tangibles, c'est vraiment parmi les plus petits États. Mais comme les relations internationales ne fonctionnent pas seulement sur le plan des facteurs tangibles, vous allez voir que le pape, surtout quand c'est une personnalité comme le pape François, est porteur d'un soft power qui est très élevé, qui fait à ce que, malgré le fait que l'État Vatican n'a pas ces facteurs tangibles que nous détenons dans les relations internationales, il n'a pas l'armée, il n'a pas l'arme nucléaire, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, mais cette capacité, ce pouvoir qu'il a en tant que sur le plan de soft power fait à ce que même ceux qui sont le plus puissants en termes tangibles ne peuvent pas faire sans le pape. Et quand un pape comme le pape François, c'était comme le pape Jean-Paul II aussi, vous savez, ceux-là qui sont reconnus en relations internationales comme les puissants, courent vers lui, vers ces papes-là, parce qu'ils veulent être proches d'eux pour montrer que le fait que vous avez l'arme nucléaire ou bien vous avez un militaire le plus puissant ne dit pas grand-chose dans les relations internationales. Vous avez aussi besoin de celui qui n'a pas tout ça, mais il a quand même une force spirituelle et autre qui fait à ce que vous ne pouvez pas faire sans lui. Donc pour nous, l'après pape François, on espère que le prochain pape, quelle que soit son origine, sera un pape qui comprenne que le soft power est très important dans les relations internationales et il faut l'utiliser pour le bien de... Alors, monsieur le maire, des attentes particulières? J'espère que son successeur va poursuivre ce qu'il a commencé. Moi, je suis pour... J'ai vraiment beaucoup apprécié le pape François. Moi, mais je pense que l'Église aujourd'hui a besoin d'être de plus en plus humaniste et progressiste. Je suis pour cette Église qui évolue avec le temps, avec l'environnement. Et donc, si vous me demandez si je veux un pape africain, lorsque je vois les cardinaux africains, je crois qu'ils sont parmi les plus conservateurs de l'Église catholique aujourd'hui. Donc moi, je ne serai pas partisan. Je pense qu'il faut un pape moderne. Un pape moderne qui milliard de son temps, qui permet à l'Église de s'adapter à la situation actuelle. Donc j'espère qu'il y aura un successeur qui sera l'image du pape François parmi les cardinaux qu'il a créés lui-même. Donc j'espère qu'il y en aura un qui va poursuivre ce travail. Je suis réservé parce qu'il y a quand même une tendance, on voit aux États-Unis, vers le recul et le conservatisme, les conservateurs, et j'espère que ça ne va pas rejaillir au sein de l'Église et que l'Église va servir de contre-pouvoir vers ce retour au conservatisme. D'accord. Alors, Yaya Bello, c'est vrai, vous êtes musulman, mais le monde entier est tourné vers le Vatican parce qu'on aime bien cette cérémonie-là pour avoir le nouveau pape, la cérémonie de la fumée blanche. Vous avez également des attentes? Évidemment, en tant que musulmans, nous faisons la promotion du vivre ensemble universel en ce qui concerne la cohabitation, la bonne cohabitation entre les religions. Vous savez que l'islam, le prophète Mohammed lui-même, a toujours prôné cela. C'est-à-dire que dans l'histoire, le prophète Mohammed, lorsque l'islam venait d'arriver, vous savez, tout changement est difficile. Il y avait des musulmans qui étaient persécutés. Le prophète Mohammed avait envoyé certains musulmans à l'époque en Éthiopie, parce qu'il y avait un empereur, j'ai oublié son nom, chrétien, qui était respectif des autres religions, des autres valeurs. Donc les musulmans sont allés rester là-bas pendant plusieurs années, ils étaient en sécurité. Donc l'islam a toujours fait la promotion du vivre ensemble, de bonnes relations, du dialogue interreligieux. Donc j'espère que lorsque les cloches du Vatican, dans, je sais pas, 15 ou 20 jours, vont sonner et qu'il y aura de la fumée blanche à la place Saint-Pierre, que le pape qui va venir sera un pape qui va faire la promotion du dialogue interreligieux, comme
le pape disparu, François. Oui. Et je crois que peut-être M. Lomé sera fier parce que plus de la moitié du collège électoral des évêques, je crois que c'est comme ça qu'ils vont élire les papes, sont nommés par François, le pape François, et ils sont de la même mouvance idéologique. Donc tout semble indiquer que celui qui va venir sera un pape, disons, progressiste. Bon, maintenant, si c'est un noir, il n'y a pas de problème. C'est toujours humain. Parce que pour moi, j'ai considéré que, en tout cas, les papes que j'ai vus de mon vivant, c'est-à-dire Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ils ont toujours aimé les noirs. J'ai cette image de François, du pape François qui me marque lorsqu'il avait reçu au Vatican les dirigeants du Sud-Soudan, Salva Kiir et son vice-président. C'est-à-dire, on a vu comment le pape François est venu s'agenouiller devant eux là pour leur dire faites la paix, faites la paix. Donc ces papes ont toujours aimé les noirs. On a vu Jean-Paul II au Cameroun. Moi j'ai vu Jean-Paul II au Cameroun, il est venu. Benoît XVI est venu. Bon, François n'a pas eu la chance de venir. Bon, comme quoi. Donc c'est tout. Mais ces il a papes reçu ont le chef toujours. de l'État 2 fois. Bon, mais il était à Centrafrique. Voilà, il était en Centrafrique. Bon, il n'a pas pu venir au Cameroun, mais ce n'est pas grave. C'est ainsi que Dieu l'a décidé. Donc, moi je dis, le prochain pape qui vient, il faut qu'il soit un pape de paix. Il faut qu'il soit un pape qui dit toujours la vérité aux dirigeants du monde. Parce que les dirigeants du monde, les dirigeants politiques internationaux, je l'ai dit tout à l'heure, pour eux, c'est leurs intérêts, les intérêts de leur État. Mais le Vatican, comme l'a dit le ministre, ils font dans le soft power. Il faut qu'ils disent toujours ce qui est vrai pour que l'humanité avance. De toute façon, l'humanité entière est tournée vers le Vatican et dans les prochains jours, certainement, nous aurons l'identité du prochain pape. Le pape François s'en est allé, qu'il repose en paix, à lui les fleurs, à nous la compassion dans la foi si nous sommes chrétiens. Après ce détour au Vatican, on prend une transition et on revient au Cameroun pour parler de cette cérémonie de baptême du palais de verre Paul Biya. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre programme Grand Débat sur Cam10 Télévision. C'est la deuxième halte consacrée à la première thématique que nous vous proposons ce matin. Nous parlons du palais de verre Paul Biya. La cérémonie de baptême a été ce 25 avril 2025. Le joyeux architectural a été inauguré le 30 novembre dernier. Le palais de verre Paul Biya, un joyeux architectural de la Assemblée nationale qui a connu sa cérémonie de baptême au nom du chef de l'État ce 25 avril. Le monde entier y était également connecté à travers cette cérémonie diffusée en temps réel sur la chaîne de télévision nationale. L'information traitée et relayée également sur Cam10 Télévision à travers les différentes éditions de journaux. Alors, monsieur le maire, baptême du palais de verre au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une reconnaissance républicaine? Oui, une reconnaissance républicaine et une nouvelle page aussi. Parce que c'est une belle œuvre sur le plan architectural et technique et qui est offerte à la représentation nationale. Parce que les députés qui incarnent la souveraineté du peuple vont y travailler génération après génération. Et je crois que quand j'ai une nouvelle page, c'est que le président Paul Biya avec les partenaires chinois ont bâti ce nouveau palais pour les générations à venir. Et c'est ça le plus important. Et je crois qu'il faut féliciter ceux qui ont suivi les travaux, le très honorable Cavaillé et ses collègues députés, et surtout remercier le partenariat avec la Chine. Et ça c'est un bon partenariat gagnant-gagnant, et au regard du coût de ce bâtiment, quand on voit l'allure du bâtiment, on se dit les
générations à venir vont hériter d'une grande œuvre. Alors, un joyau architectural qui devait porter forcément ce nom-là. Je crois que c'est aussi ça. Le chef de l'État a promis de laisser aux Camerounais, aux générations à venir, un pays démocratique et prospère. Je crois que la démocratie, c'est vraiment cette représentation-là. Et c'est tout un symbole qu'il ait accepté, justement, que ce palais de la démocratie porte son nom. Alors, tout un symbole ici présenté par Monsieur le maire, Yaya Bello, mais il faut quand même dire que ce baptême-là a eu des accueils assez différents au sein de la classe politique. Qu'en est-il au sein du PCN? Moi, je crois que c'est une surprise parce que je me dis que même si le très honorable Kavaïgué Djibril veut faire un cadeau à son grand camarade Paul Biya, je crois que c'est un cadeau, je veux dire, qui pour moi n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que dans une république, c'est les symboles. Vous ne pouvez pas baptiser un édifice comme l'Assemblée nationale. Bon, je ne reviens pas sur le cadeau de la Chine, parce que les États, comme disait le général de Gaulle, n'ont pas d'amis, les États ont les intérêts. Donc forcément, si la Chine nous a donné ce cadeau, il y a une contrepartie. Donc, je veux pas, c'est pas le débat aujourd'hui. Donc, l'Assemblée nationale, c'est un pilier du pouvoir législatif. Dans une république, vous le savez, il y a séparation de pouvoir. Donc, je ne comprends pas comment un édifice qui symbolise le pouvoir législatif, on fait porter à cet édifice le nom d'un chef de l'exécutif. C'est-à-dire que même sur le plan des symboles, on ne voit pas la séparation. Si on me dit aujourd'hui que le palais de l'unité a étudié, s'appelle palais de l'unité Paul Biya, ça me pose aucun problème. Ou alors la primature, qui est un autre pôle de l'exécutif, on dit comment immeuble étoile Paul Biya. Encore que M. Paul Biya a été un premier ministre, d'ailleurs le seul premier ministre qui devient par la suite président de la République. Ça ne m'aurait posé aucun problème. Ou alors l'immeuble de l'émergence qui a été réfectionné ou bien conçu même sous Biya. Si on passait sur les bureaux, un des bâtiments qui abrite plusieurs ministères, dont l'exécutif. Si on avait bâti cet immeuble Paul Biya, ça ne m'aurait posé aucun problème. Dans le choix de l'édifice, c'est ça qui dérange. Oui, prenez l'Assemblée nationale. M. Biya n'a jamais été un parlementaire dans son histoire. Il y a eu des grands parlementaires. Si Kavaïgué Djibril avait même dit que ce bâtiment s'appelait immeuble Kavaïgué, ça m'aurait même posé aucun problème parce que Kavaïgué Djibril a été un député depuis 1970, je crois. Il a été député titulaire, sauf peut-être entre 88 et 91 ou 12. Mais sinon, il a été un grand député dans l'histoire du Cameroun, on ne peut pas le nier. Il a été président de l'Assemblée nationale sans discontinuité. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Donc, s'il avait même baptisé cet édifice-là, immeuble Kavaïgué Djibril, ça m'aurait posé aucun problème parce que c'est un parlementaire qui a marqué l'histoire du Cameroun. Mais, baptiser un édifice qui relève de notre pouvoir et avec le nom d'une personne qui symbolise, qui est une personne forte aussi, qui symbolise un autre pouvoir, c'est un problème. Je ne dis pas que M. Biya ne mérite rien. Non, il mérite beaucoup parce qu'il est toujours un président qui a marqué l'histoire du Cameroun. Donc, moi, je crois que pour moi, il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de pertinence. Je peux comprendre qu'on veut faire un cadeau à M. Paul Biya. Mais c'est comme si vous prenez, je ne sais pas, je prends un exemple dans le sport. C'est-à-dire que vous prenez le nom d'un boxeur, vous baptisez un stade de football. C'est-à-dire que le stade Amadou Ahidjo aussi vous dit, bon, le stade Michael Jackson par exemple. On va se demander, mais où est la... C'est un peu ça en fait votre perception. Oui, donc moi je crois que c'est inopportune. Si on veut baptiser d'autres édifices, en fait des édifices au nom de Paul Biya, oui, et je dis il le mérite.
pas qu'il ne démite, il le mérite, mais pas cet édifice-là, selon vous. C'est comme si vous dites, par exemple, la Cour suprême du Cameroun, vous mettez Cour suprême Paul Biya, ça ne donne pas, ça ne colle pas. D'accord, on vous aura compris, Yaya Bello. Professeur Elvis Ngolengole, l'Assemblée nationale, c'est quand même le lieu de prestation de serment. Alors, le président Paul Biya, il y a été. Est-ce qu'on ne verrait pas ici un symbole d'une saine collaboration entre le législatif et l'exécutif? Oui, je comprends très bien ce que mon estimé collègue, M. Yaya Bello, disait tout à l'heure. Mais en fait, c'est juste qu'est-ce qu'on va dire? C'est juste des impressions qui ne sont pas fondées, en fait. Puisque il faut bien comprendre ce que c'est cette cérémonie de baptême. D'abord, la décision. D'accord. Comme nous sommes en République, c'est-à-dire que c'est nous tous, citoyens, qui constituent la souveraineté et le pouvoir de cette République. C'est nous, à travers la démocratie représentative, qui élisent nos représentants, quel que soit le niveau exécutif ou législatif. Mais dans le cas de notre système politique, l'Assemblée nationale représente le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui élit leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et comme vous avez suivi, le président, le très honorable président de l'Assemblée nationale, le président Kavaye, a dit que la décision, c'était une décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a été adoptée par toute l'Assemblée nationale. Donc ce sont les représentants du peuple eux-mêmes qui ont adopté cette décision du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, en République que nous sommes, ce sont nos représentants que nous avons élus qui ont pris cette décision. Et je suis d'accord avec lui dans le sens que il faut qu'on comprenne que le très honorable Kavaye Djibril, c'est un homme que nous connaissons. C'est un homme il est modeste. Il ne pouvait pas, tel que vous le connaissez, il ne pouvait pas faire que le fait qu'il est président de l'Assemblée nationale, qu'un homme, que le baptême soit à son nom, puisqu'il est un homme très modeste. Vous avez utilisé le mot cadeau. Si vraiment vous voulez utiliser ce mot, on peut dire cadeau républicain, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de la République du Cameroun. Donc, en ce thème-là, si c'est en termes de cadeau, c'est un cadeau que la République du Cameroun, à travers les représentants qui sont élus au niveau de l'Assemblée nationale, ont donné à celui qui a marqué non seulement la nation pendant 43 ans, mais qu'on n'oublie pas que le fait que cet immeuble a été un don sans contrepartie, monsieur Yaya Bello a dit il y a un contrepartie quelque part, mais nous connaissons en termes concrets que c'était un don, c'est-à-dire sans contrepartie. C'est le reflet du succès de la diplomatie d'un homme. Et ce homme qui est le porteur de notre diplomatie, qui est le chef de notre diplomatie, c'est le président Biya. Donc, le très honorable Kavaye Djibril, dans son caractère de modestie, il n'est pas un homme... c'est un leader, bien sûr, il est le président de l'Assemblée nationale, mais il ne voit pas que... Parce qu'il a marqué l'Assemblée nationale, je suis d'accord avec vous, il a mis longtemps, mais il préfère exprimer sa gratitude à travers l'institution que lui, il dirige. Oui. Il préfère donner le mérite à celui qui mérite. Et il sait très bien que sans le succès de la diplomatie du président Biya, on n'aurait pas eu ces 50 milliards pour construire ça. D'accord. Et donc, en fait, la troisième chose que je voulais dire, c'est que quand on fait le baptême en nom
le nom ne changera pas. Le contenu, le fonctionnement de cette institution, la valeur constitutionnelle de cette institution restera. C'est-à-dire quoi? Bien sûr, l'équation, c'est-à-dire la composition changera dans le temps, ce qui est tout à fait normal. Et le nom, même si ça ne change pas, le nom ne peut pas compromettre le contenu, c'est-à-dire. Et d'ailleurs, dans notre système politique, pour chuter, hein, excellent. Plus de 90% des projets de loi viennent de l'exécutif, n'oubliez pas. Sinon, 95%. L'essentiel, oui. Les lois sont les actions du gouvernement. Voilà. Donc, vous dites donc que le fait que c'est une reconnaissance, comme le maire Temengue disait, c'est une reconnaissance républicaine. Et la République est toujours reconnaissante. Et je crois que s'il y a une personnalité, un nom, que la République du Cameroun depuis 43 ans pour reconnaître, c'est notre chef de l'État, c'est notre président. Et le fait que cette reconnaissance-là ne changera pas c'est-à-dire notre affection, notre amour pour tout ce qu'il a fait, notre appréciation pour tout ce qu'il a fait. Et le fait que le nom est là, et le nom restera à travers les générations, ne va pas changer la manière que cette assemblée fonctionne. Ça va toujours fonctionner en tant que pouvoir législatif. De même si ce monsieur Yaya Bello qui vient, président de l'Assemblée nationale, est-ce que le nom va changer votre manière de diriger? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous allez toujours faire conformément à vos valeurs et au règlement antérieur de Excellence, si nous sommes, merci pour le souhait, si nous sommes président de l'Assemblée nationale, nous changerons ces noms. Nous ne disons pas, comme je disais tout à l'heure, que M. Bia ne mérite pas qu'un bâtiment porte ce nom. Mais on va donner à un bâtiment qui reflète son parcours, qui a été toujours le parcours d'un monsieur de l'exécutif. Il a été Premier ministre, il a été président de la République. Donc, on va voir peut-être avec le palais de Toudi. D'accord, pour l'Assemblée nationale, ça ne coïncide pas. Hein. Le palais Bourbon en France, c'est quoi? Alors, justement, vous allez me montrer cet exemple. Le gars qui va enchaîner en quelques secondes, monsieur le maire. Le palais Bourbon en France est d'abord, c'est la duchesse de Bourbon qui a construit. Donc seulement c'est l'exécutif, c'est même l'exécutif monarchiste qui n'a rien à voir avec la République. La République. Mais on a conservé le nom parce que c'est elle qui a construit. Il n'y avait pas de séparation de pouvoir sous la monarchie. On peut considérer que parce qu'elle a construit, le nom est resté, mais le fonctionnement à l'Assemblée a nettement évolué. Elle est devenue républicaine. Oui. Et nous, on peut considérer effectivement, comme dit monsieur le ministre, que c'est le cadeau du président Paul Biya avec ses amis chinois. Nous avons offert au peuple camerounais. Donc le très honorable a sûrement dit on va donner le nom de ce cadeau de la Chine à leur ami le président Paul Biya. Donc c'est le fruit du président Paul Biya. On peut considérer que c'est le président Paul Biya qui a construit et que les générations à venir garderont que voici ce que le président Paul Biya a pu obtenir de ses amis chinois et a laissé aux Camerounais. D'accord, on va permettre à Boris Billet de nous dire du côté de la formation politique Les Libérateurs l'accueil de ce nom de baptême-là. Boris Billet. Oui, Muriel Angier, l'acte qui consiste à baptiser l'Assemblée nationale au nom de Paul Biya est un acte éminemment scandaleux, choquant et très révoltant, surtout pour ceux qui sont comme nous, la grande famille de la famille nationaliste et panafricaniste. Écoutez madame, l'autre nom de l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale, c'est le saint des saints de la République. Nous sommes à une période de notre vie nationale où il y a une exacerbation des passions identitaires, où il y a une appropriation communautaire et même communautariste de la mémoire des héros et des martyrs, et où il y a même des querelles tribalistes sur la mémoire des héros et des martyrs. C'était l'occasion plus que jamais que cette représentation nationale, qui est le saint des saints, représentation du peuple, c'était l'occasion pour que cette représentation-là soit baptisée
au nom de ceux qui ont versé leur sang pour que nous soyons libres, qui ont donné leur vie et qui ont pensé le Cameroun sur plusieurs générations, qui ont une vision et qui ont donné leur vie pour ça. Mais à la place, en lieu et place de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on a l'habitude de voir dans les régimes autoritaires, sous les autocraties tropicales, où vous avez les autocrates qui veulent que tout porte leur nom, qui veulent que nous plonger tous dans un culte de la personnalité en permanence, où il doit avoir leur photo partout, où le nom doit avoir ou dans les édifices publics, les édifices privés. Est-ce que tout porte le nom du président de la République, son Excellence Paul Biya? Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Je parle des photos qui représentent des autocrates partout dans les édifices publics comme privés. Et je suis dans un développement. Vous avez laissé les autres parler. Jusqu'au bout. Voilà. Où on retrouve même les photos partout, peut-être même bientôt jusqu'au dans les toilettes, on aura les photos des spots de cette nature-là, où le culte de la personnalité ne suffit pas. Dans les écoles, le 10 février, le 11 février, on a fait la journée, les enfants chantent Paul Biya. Les mamans qu'on prend pour aller à l'aéroport, lorsque le président fait ses sorties, chantent Paul Biya. Vous avez donné les édifices comme le stade Olembe au nom de Paul Biya. Donc, nous sommes dans une situation où la figure du président doit être célébrée à outrance et c'est consacré par les turiféraires et les courtisans. Bon, monsieur, bon, je pourrais même dire, monsieur, bon, tant qu'on y est, on a même qu'à baptiser l'air qu'on respire Paul Biya. Peut-être à cet à lui, on va arriver à ce niveau. À cet à lui, peut-être même l'air qu'on respire, ça va baptiser Paul Biya. Peut-être, tel que je vois, le Saint-Esprit dit la vérité. Oui. C'est la vérité. Donc j'ai même ce Saint-Esprit là en moi. Tel que je vois les membres du gouvernement, les camarades du RDP, les membres du RDPC, même à cette allure là, même je dis que l'air qu'on respire, ça va baptiser Paul Biya. L'air vient de Dieu. Mais oui, lui avait érigé Paul Biya en Dieu. C'est une divinité chez vous. C'est une divinité. C'est une divinité chez vous. Vous voyez un culte. Et tout le monde il doit avoir un culte national pour Paul Biya. Personne ne peut comparer le temporel avec le ciel. Donc, on n'est pas en termes de Dieu ici maintenant. Non, mais vous, vos camarades et même la hiérarchie de votre parti considèrent Paul Biya comme Dieu. Ils l'ont érigé à ce niveau. Il y a un culte, on l'a défié. Vous ne savez pas que les autocrates sont défiés en Afrique? C'est de ça que c'est une réalité qu'on vit. Mais je n'ai coupé personne, vous l'avez me laisser poursuivre, s'il vous plaît, merci. Bon, je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Vous avez la parole, il n'y a pas de souci là-dessus. Institutionnel entre les trois institutions de pouvoir. C'est que les gens, pour l'opinion, on pense toujours que le fait que la Constitution dit que ce sont des institutions séparées, indépendantes, veut dire qu'il n'y a pas de guerre ni de conflit. La plupart du temps, plutôt, c'est la complémentarité. Hein? C'est-à-dire, entre les trois pouvoirs constitutionnels, la plupart du temps, il y a complémentarité. Hein? Ce n'est pas de guerre. Donc, le fait qu'il y a cette entente ou cette complémentarité entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas. Mais ils s'entendent bien. Donc, il n'y a pas de conflit, M. Billet. D'accord, M. Billet de poursuivre son propos et de chuter. Voilà. Voilà, il y a quelques mois comme ça, il y a eu tout un documentaire à coups de milliards pour Paul Biya. Ça a fait le tour de toutes les régions pour le président. Vous avez vu les factures? On a vu les factures. Dans toutes les régions, on a imposé aux gens de venir suivre même un documentaire. Imposé? Oui, même dans les universités. Même dans les universités. C'est les faits. Ce sont des faits, madame. Même dans les universités. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On n'a pas vu des personnes menottées obligées à regarder ce document. Je sais qu'il y a eu des administratifs qu'on a sommés d'être présents. On allait les lire. Qu'on a sommés. Avançons. Je sais que vous avez eu vent de cette information-là, puisque vous êtes une journaliste très informée et que vous voulez juste peut-être faire la langue de bois, mais je vais aller. Maintenant, je vais terminer en disant qu'il y a eu une cérémonie pour l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale.
cérémonie budgétivore, une fois de plus. Il y a maintenant une cérémonie pour baptiser. Cérémonie budgétivore, une fois de plus. Et c'est l'occasion souvent pour les caciques du régime de donner les marchés pour la décoration à leurs amis, pour le buffet et autres. Maintenant, peut-être il y aura une autre cérémonie, peut-être pour augmenter les tapis, ou bien je ne sais pas trop, pour peut-être ajouter les lumières. On va encore faire une autre cérémonie. Et on ira de cérémonie en cérémonie, tout aussi budgétivore. Donc, c'est dans cette situation qu'on est ce qui est déplorable. Et il faut dire aux Camerounais que vraiment, il faut que cela cesse. Nous sommes en une année électorale, prenez vos responsabilités pour que cela cesse. Vous m'avez présenté, je suis membre du Parti Les Libérateurs. Nous avons initié une alliance pour la transition politique. Les Camerounais auront l'occasion de choisir un candidat de cette alliance-là pour qu'il va porter l'offre politique de la transition que nous avons présentée aux Camerounais. D'accord. Ce sera l'occasion pour les Camerounais de choisir un patriote visionnaire qui va venir procéder à qui va débaptiser tous les édifices qui portent le nom soit des contemporains qui veulent se glorifier, soit des anciens colons, soit de ceux de l'administration coloniale, que ce soit les rues, que ce soit, parce qu'il faut dire que l'âme d'une nation est lorsque les héros et les martyrs sont réhabilités et sont célébrés. D'accord, on vous aura compris. Alors, on va avancer dans ce programme et permettre à Jimson Michael Tendab de poser également un mot. Dites-nous quand même, on ne choisit pas un nom de baptême d'un édifice au hasard. Oui, sur l'inauguration de l'Assemblée nationale, sur le baptême de l'Assemblée nationale, permettez-moi d'abord de féliciter la diplomatie de Paul Biya. Parce que j'étais là au moment de l'inauguration, je suis entré. Croyez-moi, pour avoir visité d'autres assemblées, nous avons quelque chose d'extraordinairement beau. Ça, c'est la première chose qu'il faut féliciter le président de la République de ce chef-d'œuvre. Je partage l'avis de Bello, il n'y a pas de cadeau gratuit, mais pour l'instant, admettons que c'est un cadeau. Ça, si c'était un cadeau, je félicite le président Paul Biya. Moi, je viens de parler tout à l'heure quand on parlait du pape François pour dire que le nom, la couleur n'a pas d'importance pour moi. Le nom et la couleur n'ont pas d'importance pour moi. En tant que Camerounais, j'ai passé le 3/4 de ma vie à l'extérieur. Je viens juste de rentrer au Cameroun. Oui. Et je découvre une trop grande personnalisation du Cameroun par le président du RDPC. Et je comprends ça. Parce que j'ai vécu ce même événement en Côte d'Ivoire où Félix Houphouët-Boigny était appelé Jah, c'est-à-dire Dieu. Et 75% des Ivoiriens ont cru à un moment donné. Mais il est mort. Donc c'est un Dieu qui meurt finalement. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire évoluer. Retour au Cameroun, je constate presque la même chose avec les partis au pouvoir. Il y a assez de personnification, assez de considération et même à un certain moment de l'adoration même du président de la République. Mais voilà, j'arrive. Toutefois, il faut savoir que le RDPC n'a pas conquéri le pouvoir d'État. Il est né au pouvoir. Il a reçu. Oui. Ce qui fait que les gens qui ont lutté pour avoir le pouvoir d'État ne réagissent pas comme ceux qui ont eu le pouvoir d'État comme le RDPC. C'est une chose qu'il faut connaître. Donc quand on baptise le palais de l'Assemblée nationale et qu'on donne le nom du président Paul Biya, ça peut ne pas me plaire parce que je suppose que, comme a dit tout à l'heure, non c'est le monsieur c'est monsieur Billet qui a dit ça. On pouvait lui donner le nom d'un des martyrs qu'on vient même d'humilier tout récemment sur un plateau de télévision pour régler ce problème-là. Mais Madame Muriel, le nom de l'Assemblée nationale portant le nom d'un chef d'État, et si demain d'autres personnes arrivent au pouvoir, elle enlève. Donc il faut prévoir des choses qui puissent honorer quelqu'un. Paul Biya a donné toute sa vie au Cameroun.
Toute sa vie. Je ne sais pas si ce monsieur a déjà joué un jour avec son petit-fils. Depuis 1958, il est venu, comme il est reparti en 63, il est revenu, il était à la présidence, il dirigeait la gendarmerie, la sécurité. Il a donné toute sa vie à la République. Alors, qu'on lui donne un bâtiment, comme disait M. Bello, qu'on lui donne la primature, qu'on lui donne un ministère, qu'on lui donne un pont, qu'on lui donne... Moi, ça, je n'aurais pas de problème. Mais croyez-moi, je n'en fais pas du fait qu'on ait donné son nom à l'Assemblée un problème. Je n'en fais pas de ça un problème. Mais je pense que ça aurait été meilleur si on avait donné le nom d'une autre personnalité. Pourquoi même pas l'ancien président de la République? Pourquoi pas? Il a servi, c'est lui-même qui a transmis le pouvoir au RDPC. On pouvait même lui reconnaître au moins, avec ça, il dit, il parlait à Amadou Ahidjo. Au moins, ça aurait été un point qui aurait marqué l'histoire de notre pays, comme le rapprochement du passé et du présent. Donc, je voudrais, une fois de plus encore, féliciter le président Biya pour cet édifice qu'il nous a offert, parce qu'il est vraiment, vraiment beau comme édifice. D'accord, merci. Et voilà ces échanges qui auront constitué le débat par rapport à cette thématique, cérémonie de baptême du palais de verre Paul Biya. Cela s'est passé ce 25 avril 2025 du côté de Ngouakele, ici même à Yaoundé. On prend une transition, le temps est parti pour ce programme afin de revenir pour débattre sur cette situation entre la Guinée équatoriale et le Cameroun avec cette récurrence des expulsions des Camerounais du sol équato-guinéen. Guinée équatoriale, pourquoi la récurrence des expulsions des Camerounais sur le site équato-guinéen? On va poser les balises, un rappel quand même des faits pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous regardent et l'évolution de l'actualité y afférente. Alors on se rappelle que suite à l'expulsion des ressortissants camerounais, c'était le 21 avril dernier du côté de la Guinée équatoriale, après des intercations entre des commerçants équato-guinéens et camerounais, des affrontements violents en sont suivis, une rixe. Finalement, les Camerounais ont des nombres total 500 qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Sans prendre de leurs effets, ces Camerounais ont été rapatriés du côté du Cameroun. Alors, suite à cela, sans notification préalable à l'ambassade du Cameroun à Malabo ou encore au consulat général à Bata en Guinée équatoriale. Sur très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela Mbela, a convoqué le 25 avril dernier l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Armando Koté et Chouaka, afin de lui signifier l'indignation et la forte désapprobation du gouvernement camerounais face à ces expulsions récurrentes des Camerounais sur le territoire équato-guinéen, en violation des conventions de la CEMAC et de la CEAC sur la libre circulation et la résidence des ressortissants des pays d'Afrique centrale. Il a rappelé aux diplomates équato-guinéens l'attachement du président de la République à chacun de ses compatriotes et a également relevé ici la pondération et l'hospitalité légendaire dont font preuve les autorités et le peuple camerounais en accueillant de nombreuses communautés étrangères. Son Excellence Mbela Mbela, tout en soulignant la fraternité qui existe entre les deux chefs d'État camerounais et équato-guinéens, mais également entre ces deux peuples frères camerounais et équato-guinéens, a suggéré que se tienne une consultation urgente sur les questions consulaires. Celle-ci pourrait permettre de résoudre de manière définitive et dans le respect de la souveraineté des deux pays cet incident qui ternit ici l'image de la sous-région Afrique centrale. Alors, professeur, comment comprendre la récurrence de ces expulsions-là? C'est malheureux qu'on revienne toujours sur ce type d'actualité.
dans les relations bilatérales entre deux peuples frères, deux pays frères. À notre connaissance, tout ce qu'on a toujours enseigné, tout ce qu'on a lu, c'est que entre les peuples de ces deux pays, il y a la fraternité. Et on ne doit pas avoir ce genre d'actualité, puisque ces deux peuples-là sont tellement frères et sœurs que je ne vois pas pourquoi on doit avoir ça. Mais entre-temps, c'est tout le temps, on revient à ce type d'actualité. Je pense que la diplomatie étant une méthode dans les relations internationales où tout problème peut trouver une solution, je suis sûr que la force de la diplomatie, le pouvoir de la diplomatie camerounaise et équato-guinéenne va permettre à ce qu'une solution soit trouvée pour qu'on ne revienne plus à ce type d'actualité qui n'honore pas l'Afrique, puisque il y a un principe qui caractérise la politique étrangère de tous les 54 pays africains. Ce principe, c'est le principe de panafricanisme. Le panafricanisme africain, c'est quoi? C'est la fraternité interafricaine. La fraternité à tous les niveaux. Mais donc, quand on voit de temps en temps, entre deux pays, les ressortissants de tel pays seront expulsés et tout ça, on se demande, mais où est le panafricanisme? Donc, tous les pays prônent dans leur politique étrangère, dans leur diplomatie. Est-ce que c'est juste la bouche ou quoi? Je pense qu'il faut que le panafricanisme africain soit réel et concret. C'est-à-dire, bien sûr, je ne sais pas exactement les détails des problèmes, mais je sais qu'au niveau diplomatique, on va trouver cette solution. Et vous venez de dire que notre ministre des Relations extérieures a eu des consultations avec l'ambassadeur équato-guinéen. Je crois que à ce niveau-là, diplomatique, une solution va être trouvée. Et même au niveau de sommet, comme vous le savez très bien, notre président, le président Biya et le président équato-guinéen s'appellent les frères, ce sont les frères. Et il y a une fraternité qui est là, nous avons fait, j'ai eu le privilège d'avoir voyagé avec le président de la République en Guinée équatoriale, et je sais très bien qu'il y a une fraternité naturelle, anthropologique, sociologique qui est là. Et je pense que s'il y a ce problème qui est devenu récurrent, peut-être il y a des éléments qui sont derrière ce genre de réflexes. Mais je pense que entre les deux leaders, je pense que ce n'est pas possible qu'on revienne à ça, et je suis convaincu que soit au niveau du sommet ou au niveau de la diplomatie, soit bilatérale ou multilatérale, on va trouver une solution. D'ailleurs, dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la CEMAC, dans le cadre de CEAC, ces deux pays ne doivent pas avoir ce genre de problème, puisque c'est dans l'esprit et la lettre des conventions qui régissent ces organisations qu'on ne doit pas traiter les ressortissants d'un pays comme si ce sont tellement des étrangers qu'on peut expulser, comme si ce sont des inconnus ou bien des animaux. Je ne pense pas. Je pense que ça ne nous honore pas. Je pense que la diplomatie va trouver une solution. D'accord. Alors, monsieur le maire, au-delà d'être des pays frères et amis, des pays membres de deux organisations quand même qui prônent la liberté quant à la circulation des biens et des personnes entre les différents pays. Comment peut-on envisager une réelle accalmie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Alors, il y a effectivement des textes qui ont prévu cette liberté de circulation dans le sens d'une meilleure intégration. Et qui dit intégration veut dire qu'il y a un intérêt de toutes les parties, parce qu'il y a cette intégration. L'Afrique centrale a une particularité qu'elle est
là quand même des États assez déséquilibrés en termes de population, de démographie et même de superficie. Et donc il y a toujours eu ces problèmes, surtout lorsqu'il y a une attractivité à sens unique, je peux le dire. C'est-à-dire, avant c'était le Gabon qui était l'Eldorado en matière de pétrole, où les Camerounais y allaient. Nous avons tous eu des membres de la famille dans les années 70 et où il y avait souvent ce type d'incident. Il n'y avait pas d'émigration camerounaise en Guinée équatoriale. Ça a commencé lorsque c'est devenu un Eldorado pétrolier aussi dans les années 90. Et effectivement, on retrouve là une situation réelle que la diplomatie doit gérer constamment. Donc, je pense qu'il faut se doter d'outils qui permettent à la fois de préserver la légalité du traitement de ce type d'incident, parce que ce sont après tout d'abord des individus qui y sont allés, qui, s'ils sont installés légalement, doivent bénéficier de procédures légales, c'est-à-dire s'ils ont commis même des délits, il y a une justice équato-guinéenne, et s'il faut prendre une décision d'expulsion, ça doit être une décision de justice, parce que malgré les conventions, chaque État garde quand même une part de souveraineté, et donc il faut gérer ça de façon légale. Mais le ressentiment qui est réel et qui vient souvent de ces États frères, que ce soit au Gabon hier ou en Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est le sentiment d'envahissement bon, sociologiquement, nous n'avons pas le même niveau d'évolution culturelle. Et nous, les Camerounais, on est assez débrouillards, et la Guinée équatoriale est longtemps restée un pays un peu en retard, et donc l'argent est arrivé et nous y sommes allés pour utiliser, exploiter les opportunités, nous les Camerounais. Et donc les Équato-Guinéens, quand vous y allez, ils vous regardent avec méfiance, même comme on est frères, hein, ils disent, oh, c'est Camerounais. Donc c'est cette réalité que la diplomatie doit gérer pour que, au niveau consulaire, déjà, qu'on dise à nos compatriotes de respecter les lois. C'est le cas partout où nous allons, en France ou ailleurs. Quand vous arrivez quelque part, il faut respecter les lois de l'État. Ça permet de préserver des rapports cordiaux entre les États. Parce que lorsqu'il y a ce type d'incident, ça remonte au sommet de l'État et ça peut créer des problèmes de diplomatie. Bon, mais je pense que au-delà des conventions, c'est des situations, il faut s'adapter à cette réalité qui est faite de déséquilibre démographique, et la Guinée équatoriale, ce n'est même pas la superficie d'un département au Cameroun, c'est 28 000 km² pour 1,5 million d'habitants. Oui. C'est pratiquement une commune d'arrondissement ici. Et donc, ce déséquilibre, il faut le gérer avec fraternité aussi. Avec fraternité aussi et sur toi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce type de réaction et gérer de telle sorte que les liens de fraternité soient préservés pour un intérêt mutuel des deux peuples. Si les Camerounais y vont pour faire des activités économiques menées, ça veut dire que le peuple guinéen a intérêt à ce qu'il mène ses activités là-bas. Donc, il contribue en quelque sorte aussi à enrichir nos frères équato-guinéens. Donc, il faut que les deux peuples trouvent leur intérêt dans cette coopération et dans cette circulation des biens et des personnes. D'accord. Alors, Boris Billet, votre lecture, parce que pour l'heure, la relation bilatérale Cameroun-Guinée équatoriale, on y revient toujours par rapport à ces expulsions-là. Est-ce qu'on peut véritablement aboutir à des compromis comme ça pour qu'il y ait de la quiétude entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Non, tant que la racine du mal qui est en rapport avec les causes lointaines de cette situation n'est pas traitée, il n'y aura pas de changement. Je vais donc aborder les causes lointaines de cette situation. Lorsque il fallait penser et adopter le modèle de l'intégration régionale en Afrique et même sous-régionale au début des années 60, il y a deux écoles qui se sont affrontées et qui ont lancé même dans les théories de l'intégration régionale dans les académies.
il y a l'école, le courant dit de Monrovia, qui était porté par Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Amadou Ahidjo, qui pour nous était la clientèle politique des forces impérialistes. Et ils pensaient que il fallait mettre des zones économiques. La variable économique à être le facteur de l'intégration, c'est-à-dire mettre des zones économiques pour la circulation des biens et des personnes, et les échanges commerciaux allaient faire susciter un brassage entre les peuples. À l'opposé, il y avait l'école au courant de Casablanca, portée par Kwame Nkrumah et Gamal Nasser, qui avait une approche panafricaniste au sens authentique. Et il pensait que l'intégration d'abord être politique. L'économie ne peut pas supplanter le politique, et l'intégration devait se faire par les pays africains qui parachèvent leur décolonisation, puis œuvrent se déploient pour que on arrive à un cadre fédéral africain au sens de Kwame Nkrumah, c'est-à-dire avec une politique de défense et de sécurité commune, une diplomatie commune, une banque d'émission monétaire commune, dans le cadre fédéral africain. Oui. Et que c'est ça qu'il fallait faire avec un centre de décision politique, une impulsion politique centrale. Mais malheureusement, c'est le courant de Monrovia qui a prévalu parce qu'ils étaient plus nombreux. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de école de Monrovia, qui a voulu que la variable économique soit mise au devant, la variable politique en termes de fédération des États, on voit que c'était un lamentable échec. C'est un lamentable échec. L'actualité sur la Guinée équatoriale nous montre bien que c'est une querelle entre les commerçants qui a conduit à une violence physique d'affrontement entre les commerçants. Et puis il y a eu une généralisation par les autorités qui ont décidé d'expulser tout le monde, même les qui sont en situation légale, les résidents légaux, même ceux qui sont travaillent, sont établis, qui respectent les lois, qui s'acquittent de toutes leurs charges sociales là-bas, ont été expulsés avec tout ce que cela charrie comme crise humanitaire, parce que lorsqu'ils sont expulsés comme ça, leurs biens sont pillés, saccagés, confisqués, spoliés, et même les besoins de subsistance, les ressources de subsistance, ils les perdent. Donc vous voyez que cette approche de Monrovia a failli. Nous qui militons depuis des années pour cette approche de Casablanca, panafricaniste authentique, nous pensons qu'il faut revenir à cette situation-là. Regardez, il y a une convergence panafricaniste aujourd'hui au niveau de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, qui sont des pays qui sont sortis de la CEDEAO. La CEDEAO qui en termes d'intégration est beaucoup plus évoluée et plus que la zone CEMAC. Ils sont quittés, ils sont en train de œuvrer pour une convergence panafricaniste avec une défense, sécurité commune. Le problème réellement à la racine. À la racine, voilà. Donc maintenant, il y a les causes immédiates. Il y a qui sont venus exacerber cette situation-là. Parce que les mauvais élèves de la CEMAC sont surtout la Guinée équatoriale et le Gabon. Ce qui est venu exacerber, c'est ce que le maire a évoqué, c'est-à-dire la manne pétrolière qui a exacerbé l'orgueil national et la fierté des Équatoriens. Et maintenant, il y a deux phénomènes majeurs qu'il faut relever. Pour chuter, hein, oui. Pour chuter. Il y a qui est aussi venu exacerber cette situation. Il y a qu'en 2018, les officiels équato-guinéens ont accusé le Cameroun d'avoir été complice d'un coup d'État et d'un assassinat du président Obiang-Nguema. Parce que les rebelles tchadiens et centrafricains, les mercenaires rebelles, étaient arrivés au niveau de la Guinée équatoriale en passant par le Cameroun. Oui. Et le palais de Obiang-Nguema, c'était à Mongomo, à quelques kilomètres de la frontière. Ils ont accusé ils ont dit, les officiers équatoriens ont dit que les Camerounais, le Cameroun, avec son système de renseignement sophistiqué, ne pouvait ne pas savoir que ces rebelles sont arrivés chez eux. Ça a alimenté un peu les querelles, les tensions diplomatiques entre les officiers camerounais et équato-guinéens. Et ça a fait que les équato-guinéens, les officiers se braquent davantage et stigmatisent
beaucoup le Camerounais. Oui. Ça s'est traduit par quoi en 2019? Ça s'est traduit par le projet d'un mur entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Un mur de 40 km sur la ligne qui aussi Campo. À cette époque, le maire adjoint de qui aussi Jean-Marie Zoué avait fait une sortie pour dire qu'ils sont en train de mettre des piquets qui empiètent sur le territoire camerounais. Et le sous-préfet de Kiossi aussi, Jean-Marie Apidengamba aussi, avait fait cette sortie pour dire que il est convaincu que les Équato-Guinéens sont déterminés à poursuivre ce projet de leur mur jusqu'à son terme. D'accord, d'où le besoin de s'asseoir réellement. Donc, c'est cette situation-là. Nous pensons, maintenant, pour terminer plus la solution, nous ne pensons pas que c'est le besoin de s'asseoir qui va... Nous pensons qu'il faut... Le Cameroun, nous militons tout ça depuis, avec le président Hubert Kamgan de Vérité Mémoire, doit quitter la CEMAC, quitter et œuvrer pour une convergence panafricaniste dans le cadre d'une véritable intégration authentique, parce que la CEMAC, tous les servateurs, CEMAC, CEDEAO sont devenus des grands machins qui ne servent plus à rien. Dans votre lecture, d'accord. Alors, Yaya Bello, des expulsions, voilà, avec des impacts humanitaires et économiques. Alors, Muriel, j'ai envie de parler comme au quartier. Je veux dire que au quartier, on dit souvent c'est le tapioca qui est accepté quand on le mange cru. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir pourquoi ces petits frères ne nous respectent pas. Je parle comme ça trivialement. Pourquoi la Guinée équatoriale ne respecte pas le Cameroun? Billet le disait, en 2021, les gars ont carrément entrepris la construction d'un mur sur le territoire camerounais. Vous vous souvenez que le chef de l'État, Paul Biya, avait dépêché sur le terrain à la fois le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidence de la Défense et le ministre de l'administration territoriale aller sur le terrain pour dire que non, vous ne pouvez pas construire un mur sur notre territoire. C'est pas possible. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ah, je crois que dans ce jeu-là, c'est M. Biassel qui est dans la mouvance de l'intégration sous-régionale. C'est le seul même qui est même diplomate dans l'affaire. Les autorités guinéennes, je ne vois aucune forme de diplomatie dans ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas interpeller des Camerounais établis sur votre territoire légalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là dans le cadre de l'immigration clandestine. Vous les prenez, et c'est un peu comme les Tunisiens ont fait. Hein. Vous vous souvenez, en 2022-2023, on avait débattu de cela. Les Tunisiens, je ne sais pas ce qui s'est passé avec des sans-papiers. Ils ont décidé d'aller prendre tout ce qu'ils trouvaient comme africains noirs. Bien sûr. Pour les expulser. Même les étudiants. Même ceux qui sont inscrits régulièrement à l'université, qui payaient tous les droits. Donc, dès qu'on arrive dans votre appartement, on vous prend, on vous met à la frontière, comme des animaux. C'est un peu ce que la Guinée équatoriale est en train de faire. Il faut que ça cesse. Moi, je crois que dans cette affaire-là, rester même sur le plan diplomatique, d'ailleurs, c'est bien ce que le gouvernement camerounais a fait. Il a bien réagi en convoquant l'ambassadeur au Cameroun. Oh oui, c'est un acte fort. Moi, je crois qu'il fallait même aller plus. Il fallait même expulser cet ambassadeur. Faire le renvoi, effectivement. Rappeler l'ambassadeur du Cameroun à Malabo pour dire qu'il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas la première fois. Je crois que même dans la diplomatie, il faut souvent être ferme. On a vu le maréchal, le jeune président tchadien, quand il fallait défendre ses intérêts avec les affaires Savannah et tout, oui. Il n'a pas hésité à rappeler son ambassadeur. Et c'était un acte fort. Le Yaoundé a compris que non, cette affaire-là, c'est une affaire importante et ça s'est résolu. Il faut moi, je pense même qu'il faut même la réciprocité. Bien sûr. Oui. Parce que dans cette affaire d'intégration sous-régionale, je crois que finalement, c'est le Cameroun seul. Hein, bien sûr. Qui est fidèle aux textes, aux décisions prises. Il n'y a rien d'intégration au Gabon. Il n'y a rien à la République Guinée équatoriale. Il faut que ça cesse. Maintenant, les gens sont allés chercher l'Eldorado. Ok, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi pour construire l'Eldorado chez nous. C'est vrai qu'on n'aura pas tous nos nationaux sur le territoire. Il y aura forcément d'autres qui vont aller s'établir à l'extérieur. Ça, c'est tous les pays du monde. Mais il faut qu'on renforce aussi cela chez nous. Mais je dis, il faut que cela cesse. Il faut que M. Biya utilise tous les leviers diplomatiques. Moi, je lui dis, dans cette affaire, il faut
expulser cet ambassadeur, rappeler notre ambassadeur pour consultation. Et je crois que ça va marquer les autorités. Jameson Michael Tenda, quelle conduite à tenir? Parce que finalement, ces expulsions récurrentes commencent à fragiliser la stabilité sous-régionale. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre tout le monde de revers, mais je vais parler sous réserve d'un professeur de l'Église quand même. Quand il y a un mouvement populaire, et je parle en tant que spécialiste de la sécurité, parce que c'est ce que nous gérons très souvent, quand il y a un mouvement populaire, on nous a appris que le peuple agit comme une femme. Il est influencé par ce qu'il entend. Et l'État réagit comme un homme. Il réagit par rapport à ce qu'il sait. Quand vous voyez un peuple se lever et chasser un autre peuple, si vous réagissez sur l'effet de l'émotion, vous pouvez empirer les choses. Parce que souvent, on est coupable ou responsable de ce que d'autres personnes voient comme drame. Je vais vous prendre 3 exemples. Vous avez parlé de la Tunisie, mais vous n'avez pas parlé des causes. Il y a eu une cause à cela. Ce que 3 étudiants maliens étaient allés dans un village tunisien appelé Diajiri. Et dans ce village tunisien, on les a confondus des brigands. Au lieu de se soumettre, ils se sont battus avec les gens qui les arrêtaient pour les conduire au commissariat. Il y a eu 4 morts côté tunisien. Vous voyez la réaction? Tout récemment, quand ça doit justifier l'amalgame? Oui. Ça ne doit pas justifier l'amalgame. Non. On mélange tout le monde. Non. C'est la réaction du peuple. C'est de ça que nous parlons ici. Je vais y revenir, s'il vous plaît. Au Congo récemment, un Camerounais est marié à une femme congolaise. Ils partent au champ et une querelle éclate entre eux. Il bat sa femme à mort. Au lieu de se rendre au commissariat, il fuit et abandonne sa femme au champ. Et ce sont les Congolais qui découvrent le corps de la femme au champ. Conséquence, près de 40 Camerounais ont été blessés, battus. Et d'autres même se cachaient. Mais qui les cachait? C'était les autorités. Mais on dit non, l'État camerounais n'a rien fait. L'État camerounais sait ce qui se passe. C'est le peuple qui l'ignore. Parce que le peuple, lui, l'a entendu. Il ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, pour la Guinée équatoriale, je vais revenir sur l'un des points qu'il a évoqué, mais je vais m'arrêter. Je vous ai dit que j'ai parlé sous réserve d'un professeur de l'IRIS. Je vais m'arrêter à 2000. En 2000, on a initié une discussion pour renforcer l'intégration en Afrique centrale. Lorsque le 14, je crois que c'était le 14 février, la date que vous avez fixée, pour que ça entre en vigueur, février 2000, la Guinée a refusé l'intégration. Nous nous sommes renseignés sur la question. Et quand nous nous sommes renseignés, on nous a dit que lors de cette négociation, on n'a pas prévu que la masse salariale en Afrique centrale n'est pas pareille. Le Tchad est le plus faible suivi du Cameroun. Il est suivi aussitôt du Congo, du Gabon et le Tchad avait la masse salariale le plus bas, suivi de Centrafrique, suivi du Cameroun, du Congo, du Gabon, et c'était la Guinée équatoriale qui avait le SMIC le plus élevé. Et les Guinéens ont estimé que si on ne parle pas de ce SMIC du salaire-là, le service social guinéen sera incapable de supporter la demande. Parce que lorsque les étrangers vont entrer sur le territoire et que le service social est submergé, il pourra y avoir une crise sanitaire au niveau de la Guinée. Nous avons approuvé cette décision. Pourquoi? Nous avons approuvé cette décision parce que la négociation même pour l'intégration n'avait pas été bien amortie. En Europe, c'est par référendum. Mais avant le référendum, on tente d'égaliser le poids des responsabilités. Par exemple, la Grèce, qui fait partie de l'Union européenne, son budget de fonctionnement est supporté à 46% par l'Union européenne. Le Portugal, le budget du Portugal est supporté à 36% par l'Union européenne. Donc, s'il faut qu'il y ait l'intégration en Afrique, et pour éviter ce genre de choses,
il faut qu'on retourne sur la table de négociation et qu'on dise, bon, la Guinée est petite. S'il faut que les gens partent en Guinée, on va donc devoir demander aux citoyens guinéens d'accepter qu'on prend un peu 20 000 francs dans sa poche pour augmenter dans la poche du Camerounais ou du Centrafricain qui va aller vivre là-bas, pour équilibrer le SMIC, à ce que les cas ne soient pas si élevés. Vous imaginez, en 2000, le SMIC en Centrafricain était de 18 000. En Guinée équatoriale, c'était 120 000. Alors, si la liberté de circulation est autorisée, que la Guinée l'accepte, d'abord même, ça va créer deux crises. Ça peut même créer une crise alimentaire. Pourquoi? Parce que toute la basse main-d'œuvre agricole dans les zones où le SMIC est très bas vont s'exiler dans les pays où le SMIC est suffisant pour les permettre de vivre. Donc c'est un problème qu'il faut rebattre, qu'il faut retourner sur la table et de débattre. Mes jeunes frères parlent du retrait de la CEMAC. Ce sont les jeunes, ils sont fougueux. Ils sont... Vous chutez, hein? Non, c'est de pourquoi Nkrumah. Non, ils sont de pourquoi Nkrumah et de Jamel Nasser. Ce sont les jeunes, ils sont fougueux. C'est pas la jeunesse. Nous avons besoin de l'unité. On ne quitte pas un camp parce qu'on est blessé ou parce qu'on est fâché. Oui. Il faut qu'on essaie de comprendre le peuple guinéen. Et voici leur problème. Le problème du Guinéen, c'est que les étrangers qui vivent là-bas ne respectent même pas leurs lois. Et lorsqu'il y a conflit entre eux, ils ne se laissent même pas soumettre. Pour vous parler de ce qui s'est passé en Guinée. Pas des résidents légaux expulsés. Non, mais pourquoi? On parle également des personnes en situation régulière. Situation régulière qui travaillent depuis des années. Justement, Ils sont violemment expulsés. Oui, mais c'est la même chose qui s'est passé. Les biens sont en confisqués. Tunisie, je vous ai dit ça. Arbitrairement. En Côte d'Ivoire, c'est arrivé entre le peuple lobby au nord, qui travaillait à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été expulsé et les baoulé. Non, là, ce sont les gendarmes équato-guinéens, ce sont les gendarmes et les policiers qui font ça. C'est pas les masses. Mais pour rien, Ils prennent les biens, qui confisquent les biens de manière arbitraire et expulsent violemment. C'est pas les masses. D'accord. Oui. Donc, voilà. Donc, vers vous, Excellence. oui, s'il vous plaît, juste 30 minutes, 30 secondes. 30 secondes. Donc, ce que je veux dire en ce qui concerne cette crise-là, ne les prenons jamais avec émotion. D'accord, oui, quelques secondes, Excellence. J'avais voulu dire que M. Billet vient de parler de conflit de deux écoles qui ont d'intégration oui. africaine. Il y a 60 ans. Le problème, c'est que à l'époque, il y a 60 ans, ces deux écoles, c'était deux visions de l'intégration. C'est-à-dire que l'école de Casablanca avait une vision beaucoup plutôt idéaliste. Il n'avait pas tort, c'est-à-dire que ce n'était pas faussé, mais c'était idéaliste. Et comme ils étaient jeunes et tout, c'était tout à fait normal que nous tous, à cet âge-là, c'est l'idéalisme qui vous pousse. Mais l'école contraire, c'était l'école réaliste. C'est-à-dire ce que vous appelez l'école de Monrovia. Mais il y avait aussi l'école de Brazzaville qui s'est émergée avec l'école de Monrovia pour qu'il soit majoritaire. Donc c'est l'école majoritaire qui a gagné le jour. Qui a échoué aujourd'hui? Non, vous dites échoué, je voulais... Quand une école échoue, on applique l'autre. C'est pour cela que vous avez dit échoué. Les débats, on les poursuivre en offre. Je reviens parce que vous avez utilisé le mot l'échec. Pour réellement en sortir. Ce que je veux dire, c'est que c'est la majorité, l'école de la majorité réaliste qui a gagné le jour. Maintenant, après 60 ans, nous voyons que il y a ces problèmes. Donc, le problème d'expulsion des Camerounais en Guinée équatoriale et ailleurs. Ce n'est pas seulement la Guinée équatoriale qui a fait ça. Ça ne montre pas l'échec de la vision de Monrovia. Non, c'est dire que l'Afrique a préféré le réalisme au lieu de l'idéalisme. Et je veux vous dire que même les Nations Unies avaient soutenu l'Afrique. D'accord. Dans ce choix de réalisme, puisque en relations internationales, comme quoi, vous le savez, Excellence, si vous voulez être plus idéaliste en relations internationales, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. En fait, même vous risquez même d'échouer. C'est mieux d'être réaliste, mais
il faut travailler sur votre réalisme. L'AE est censé d'évoluer vers le Casablanca. Le problème avec l'intégration africaine, c'est que certains pays, comme vous le savez, prenez n'importe quel projet. Il y a 5 projets d'intégration régionale, sous-régionale, disons, sous-régionale en fait, en Afrique. Chacun de ces 5 projets de sous-régional de l'intégration ont des problèmes. Et parmi les problèmes, c'est l'attitude de certains États composants de cette intégration. Certains États, parfois pour des raisons, soit comme M. Michael disait, nous chutons, certains peuples, l'État doit toujours agir et réagir en sage, c'est-à-dire avec la sagesse de l'État. Oui. Vous ne pouvez pas laisser vos peuples, vos populations, quels que soient les éléments commerciaux ou autres, de faire, puisque l'État doit être engagé. Si l'État n'est pas engagé, d'autres éléments comme soit les commerçants ou d'autres peuvent créer des problèmes à ces projets de l'intégration. C'est ça même le problème. Le problème, si vous regardez tous les projets de l'intégration sous-régionale en Afrique, vous allez voir que l'attitude des États, certains États, font à ce que tous les États ne sont pas engagés. De la même manière, M. Bello disait que vous disiez que ce n'est que le Cameroun qui est engagé dans le projet. Tous les États ne respectent pas les certains États sont un peu d'accord, excellence, le temps est parti pour ce programme. On pourra les poursuivre les débats en off si vous en avez convenance. Pour l'instant, on va vous dire merci, cher monsieur, d'avoir répondu à ce programme. Yaya Bello, Boris Pillet, monsieur le maire, excellence, Michael Tenda, vous également, très chers fidèles téléspectateurs. On se dit rendez-vous dimanche prochain dès 11 h dans le cadre de votre programme Grand Débat. Vous êtes sur Cam10 Télévision, c'est la républicaine. Restez républicains et que vive la République. Bien le bonjour.